On se retrouve maintenant pour la présentation de la carte du niveau 1, qui est donc le bazar. Ici, on va retrouver plusieurs choses, c'est-à-dire les maisons, comme on peut voir. On va aussi trouver des stands pour faire style marché. Et puis, on va trouver aussi tout ce qui est palmier, tout ce qui est désert et un skybox un peu modifié, comme on peut le voir dans le fond, juste pour faire style désert. On a ici utilisé plusieurs assets différents qu'on est allé chercher. Des assets pour les maisons, des assets pour tout ce qui est les petits marchés. Et donc, on en a construit quelques-uns par nous-mêmes. Euh, donc ici, comme on peut le voir, ce stock juste ici, lui, a été construit par moi-même. Chacun des objets a été placé un par un. Et on a pris quelques autres qui étaient déjà préfaits, comme celui-là ici. Et on en a créé d'autres, comme la fontaine juste ici, comme on peut le voir. On a la fontaine et c'est plusieurs objets mis ensemble. Pour une ambiance générale, ceci nous donne ceci. On peut aussi voir qu'on a effectivement les ombres qui sont présentes. Une vue d'ensemble. Voilà. Bonjour, je m'appelle Clarence Ouimet et je suis directrice d'intégration. Et pour notre sprint 2, je me suis occupée de la création d'assets 3D ainsi que de la conception de la map du niveau 2 de notre jeu. Pour les assets 3D que j'ai créés, le premier asset que j'ai créé en fait c'est une clé à molette et c'est un objet que le joueur pourra voir au cours du niveau 3. Le deuxième asset est un briquet qui appartient à l'antagoniste et le joueur pourra s'en servir dans le niveau 2. Le dernier asset est un papier divisé en 5 morceaux que le joueur pourra retrouver dans le niveau 1. Pour la map du niveau 2, j'ai commencé par importer la map de référence. Ensuite, j'ai modelé le terrain. J'ai peinturé les chemins en fonction de la map. Ensuite, j'ai peinturé les arbres au brush, le gazon également. Et j'ai ajouté les lampadaires, l'asset de lampadaire que Prini a fait et dont le joueur devra allumer dans l'ordre pour pouvoir atteindre l'arbre et finir le niveau. Donc il pourra allumer les lampadaires avec le briquet que j'ai conçu comme vu précédemment. Pour rajouter un effet anxiogène au niveau, j'ai rajouté du fog et voici ce que ça donne selon la perspective du joueur. Bonjour, c'est Primi. Moi, je me suis occupée des modélisations et des textures des assets nécessaires dans le projet avec Clarence. Les 4 principaux assets que j'ai modélisés sont en premier les lampadaires qui seront nécessaires au core gameplay du niveau 2, ainsi que l'arbre magique qui serait présent à la fin de ce niveau-là. J'ai également modélisé des mini-scènes de théâtre qui seront utilisées comme décor dans les 4 différentes pièces de la map 3, ainsi que la version 2 de l'antagoniste qui est supposée pourchasser le joueur dans ce même niveau. J'ai aussi fait la modélisation du niveau 3. J'ai commencé par faire un layout avec des blocs pour placer les différentes zones et organiser la map. Ensuite, j'ai utilisé ProBuilder pour construire directement la scène sur Unity plutôt que de créer les assets dans Maya. Ça m'a permis de mettre les différentes textures sur les différentes faces et de pouvoir modifier leur taille après sans avoir peur que leur texture se brise. Après ça, j'ai importé plusieurs assets pour décorer la map, tout en ajustant leur couleur et leur luminosité des textures pour mieux les intégrer dans l'environnement.
Donc pour les sons, qui est quelque chose qu'on a priorisé dans notre projet, il y avait trois types. Alors on a l'ambiance sonore, on a les effets sonores et on a la voix des personnages. Pour l'ambiance sonore, puisque c'était trois niveaux différents, on l'a séparé en trois ambiances différentes et on s'est demandé la question c'est quoi qu'on voulait que le joueur sente lorsqu'il entend juste l'ambiance sonore seul. Et on a pris ces réponses puis on s'est basé sur ça pour faire l'ambiance sonore. Pour les effets sonores, il y avait plusieurs effets sonores, mais il y en avait quelques-uns qu'on voyait dans chaque niveau. Par exemple, la crise de panique. Dans la crise de panique du niveau 3, ce qui était basé sur les hallucinations, en gros, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est qu'on a rajouté des effets sonores de plusieurs enfants qui sont en train de pleurer ou crier. Et en gros, ça a représenté l'enfance traumatisante de Victor, le personnage principal. Pour la voix des personnages, puisqu'on n'avait pas d'acteur, on a décidé de jouer en fait avec l'IA puis l'utiliser comme un outil pour la voix des personnages. Par exemple, avec Alaric, j'ai décidé de prendre une voix plus grave pour jouer avec le mystère de son personnage. Mais pour Victor, une voix plus euh, gênée et réservée est mieux pour son personnage. Jouant avec l'IA, ça nous a vraiment permis de découvrir plusieurs voix différentes et vraiment explorer et tester pour voir lequel est vraiment mieux pour chaque personnage. Je vais vous présenter un peu le menu du début. Dans le fond, ici, on a plusieurs boutons avec un hover. On a une animation par-dessus avec un glow. Qu'on peut voir, il monte, il descend. On a plusieurs options. On a jouer qui nous fait changer de scène. On a paramètres qui va nous démontrer tous les paramètres du menu pause. On a crédit qui va nous démontrer les crédits. Et le bouton quitter qui va faire en sorte qu'on va quitter. Dans le fond, à chaque fois qu'on va appuyer sur un des boutons, on s'attend à ce que le rideau se referme et se rouvre. Donc, si j'appuie sur ici crédit, le rideau va se fermer et puis ensuite va se rouvrir pour nous démontrer les crédits. Ici, j'appuie sur le bouton Escape pour revenir au menu de base, comme ceci. L'autre chose qu'on va regarder, c'est les paramètres. Dans le fond, quand j'appuie sur paramètres, le rideau se ferme. Ici, on va contrôler les paramètres audio avec des sliders et avec des valeurs. Une autre chose qu'on peut faire dans les paramètres du menu pause, c'est si on utilise le scroll wheel pour monter, eh bien, on change avec une animation smooth ce qu'on voit. C'est-à-dire que on a plusieurs options ici. On a le bouton pour continuer. Si j'appuie dessus, ça va me ramener au menu de base. On a sauvegarde qui n'est pas encore disponible. On a toutes les commandes. On a tout ce qui est graphique. Tous ces boutons ici sont cliquables. Ils ne sont juste pas disponibles. On a la langue, les interfaces, ils ne sont pas disponibles, les crédits et le bouton quitter. Quand on veut cliquer sur quitter, dans le fond, ça va nous faire quitter le jeu. Ok, c'est sur continuer. Comme vous voyez, qui nous fait revenir. Ici, on a un bouton aussi pour quitter. Les rideaux se ferment. On a un changement de scène. Parfait, voulez-vous quitter? Si on clique sur non, ça nous fait revenir à la scène de base. Si on clique sur oui, ça nous fait donc arrêter le jeu. Donc on peut voir, hop. On utilise aussi la même logique dans le menu pause pour faire arrêter le jeu avec le bouton quitter avec le menu à la fin. Niveau code ici, ce qu'on a, c'est dans le fond du code très 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 réutilisé avec quelques tweaks différents. Souvent pour des boutons euh, dans le fond, pour continuer sur le menu pause, pour revenir juste ici, et avec qui est dans le fond, lui, tout ce qu'il fait, c'est fermer le canevas et ouvrir un canevas. On a aussi beaucoup de trucs pour le son, bouton hover son, les sons d'ambiance. On a aussi les boutons pour quitter le menu pause, c'est-à-dire qu'ici, tout ce qu'on fait, c'est application quit, puis dans le Unity Editor, tout ce qu'on fait, c'est is playing false. On a la logique, dans le fond, pour changer les interfaces. Ici, la seule chose qu'on fait, c'est quand on clique sur un bouton, les rideaux se ferment, d'où l'animation delay de 2 secondes. Et puis, il se rouvre pour nous démontrer la bonne chose, les objects to hide puis les objects to show avec le delay de texte. Quand on retourne, dans le fond, sur le menu de base, encore une fois, on a un delay. On switch le UI. Ici, changement d'option avec les boutons. Dans le fond, ça, c'est vraiment juste quand on clique sur un bouton. Tout ce que ça fait, c'est que c'est les boutons flèches. On revient à avant ou bien à après. On a la logique pour commencer une partie. On a le controller pour les rideaux. On a les hovers sur les boutons, comme on a pu voir avec les glows et l'espèce de pulse rouge. Juste ici. On a le code pour lier les sliders et les nombres. On a le menu circulaire, dans le fond, ça c'est toute l'animation. Dans le fond, du menu qui tourne et dans le fond qui change d'option. Ici, on a le menu pour quitter.
Dans le fond, tout ce que ça fait, c'est démontrer le menu quitter comme on avait vu dans les options sur le menu de base. Ici, on a le menu retour avec Escape. Ça, c'est quand on appuie sur Escape, ça nous ramène au menu de base. On a le pause menu, ça c'est juste pour switch, dans le fond, de l'interface début au Canva menu pause. Puis on a retour menu principal depuis menu pause. Dans le fond, ça c'est vraiment, encore une fois, on a un escape, c'est la même chose que l'autre code. Tout ce qui fait lui la différence, c'est qu'il switch de Canva complètement. Et puis on a script menu pause depuis l'interface qui, dans le fond, nous laisse accéder au menu pause. Bon ben salut, ici Farley. Je vais vous présenter la partie du travail que j'ai fait. Donc moi essentiellement j'ai essayé d'un peu tout intégrer dans la scène et d'ajouter la logique de programmation avec le personnage et toutes ces animations pour les actions qu'ils peuvent faire euh, pour le moment, plusieurs managers comme celui de jeu pour gérer les interactions avec lampadaire, c'est avancer un peu le volet de calibration. Ça sera pour le troisième niveau. Non, c'est surtout focus sur le deuxième niveau, la logique des monstres et tout. Je directement aller montrer le tout dans la scène. Vous pouvez voir, on a déjà un peu d'audio, ça c'est cool. Puis Juba a fait le menu avec toutes les différentes parties du menu, ce qui est quand même assez cool. La musique, j'ai réussi à le faire marcher plus ou moins, dans le sens où, avec ce que j'ai intégré jusqu'à présent, là, ça va mettre à jour le son de pas du joueur, mais pour les autres aspects du jeu, pas encore. Là, vous voyez, on peut l'entendre. Euh, j'ai aussi une interaction d'ombre quand le joueur appuie sur E et ça fait spawn une onde autour du joueur, comme vous pouvez le voir en blanc. Et ça, c'est ce que le joueur est supposé utiliser pour un peu discerner ce qui est autour de lui. Là, vous pouvez le voir, il y a la barre de stress en haut qui augmente. Ça, c'est parce qu'il y a les monstres qui sont trop proches de moi. Du coup, le personnage principal, il commence à stresser. Et je fais en sorte que l'animation de battement de cœur, que la vitesse dépendent du niveau de complétion de la barre. Puis aussi avec le son de stress. Euh, à chaque fois que le joueur fait une onde, ça affiche un indicateur justement sur l'écran qui va prendre la position des lampadaires comme celui-ci et le traduire en position 2D sur le canevas. Euh, et il y a différents types d'interactions, comme tantôt j'arrête pas de spammer les ondes, ça c'est un type d'interaction. Il y a un autre type d'interaction avec les lampadaires qui vont jouer plusieurs trucs, comme là vous venez de voir, la lumière vient de s'allumer, le briquet vient de jouer une animation qui a lancé des particules de flamme. Vous avez vu la main qui est censée être une animation de tendre le briquet. Malheureusement, j'ai pas pu faire en sorte que genre le briquet il suive constamment la position et la rotation de la main. Je suppose que c'est à cause des animations qui font que je peux pas juste genre l'imbriquer comme enfant là où est la main. Mais en temps normal, sans y faire ça. Vous pouvez voir aussi animation de marche, animation de course quand on maintient le bouton Shift. Et ouais, j'ai ajouté un petit fog autour pour genre un peu bloquer la vue du joueur pour qu'il puisse pas juste marcher. Puis ouais. Vu que c'est le deuxième niveau, soit quand le joueur allume tous les lampadaires ou que euh, il est trop proche des monstres et qu'il fait une crise cardiaque, ça amène à la fin du jeu. Et puis c'est ça, hein. Euh, ah oui, une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que maintenant les monstres fonctionnent, c'est qu'ils ont un script qui les identifie comme étant un point de stress, avec une certaine portée, une valeur de stress qui donne à la barre de stress qui sert en même temps un peu de barre de progression. Puis dépendamment de la distance, ça va donner une valeur de stress entre ces deux extrêmes-là. Donc c'est une valeur proportionnelle par rapport à la distance entre le joueur et le monstre dans sa portée. Et, euh, et un script qui les identifie comme monstres. Et en gros, ce script-là, quand le joueur va jouer une onde, j'ai utilisé un événement
pour identifier ce comportement. Quand il lance une onde, eh ben, ça donne au monstre la possibilité de bouger et ça va incrémenter une valeur de durée de déplacement. Tant que cette valeur est au-dessus de 0, ben, le, le monstre va à la dernière position où se trouvait l'onde quand le joueur l'a lancé. Et quand le joueur lance une onde, ça va le mettre à la position qu'il était quand il lance cette onde.